Les scientifiques disposent aujourd'hui d'outils de plus en plus performants pour étudier la diversité des plantes cultivées, et notamment celle du riz. Est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont ces outils? Donc à l'heure actuelle, on dispose de plus en plus d'outils pour étudier la diversité des plantes, que ce soit au niveau des plantes entières, donc quand on regarde la plante entière, ce qu'on appelle son phénotype, sa réponse à l'environnement, comment elle va grandir, etc. Mais on dispose aussi énormément de nouveaux outils qui sont apparus pour étudier non pas leur aspect extérieur, mais leur aspect intérieur, donc leur ADN, ce qui est au niveau de leurs cellules. Et ça, c'est obtenu grâce aux nouvelles technologies de séquençage, qu'on appelle les Next Generation Sequencing, ou NGS, qui sont apparues dans les 10 dernières années. Ces technologies en fait, nous permettent d'avoir accès à énormément de données sur ces plantes, à savoir qu'en fait, il y a encore 10 ans, pour le riz par exemple, on n'avait que 2 séquences de plantes complètes et plein de petites informations pour d'autres, mais uniquement sur certains petits points pour certaines plantes. Et depuis, on a accès à plus de 3000 génomes de riz qui ont déjà été séquencés et qui sont de haute qualité, donc ça nous permet d'avoir accès à des informations pour ces 3000 plantes. Qu'apportent ces nouvelles technologies à la recherche sur le riz, qui est pourtant déjà très étudié? Donc ces nouvelles technologies, en fait, dans le riz, nous permettent d'apporter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises. Comme je disais tout à l'heure, on a uniquement 2 génomes de plantes sur les 10 dernières, il y a 10 ans qui étaient disponibles de riz. Actuellement, on a des séquences pour plus de 3000 génomes de riz avec le grand projet 3000 génomes qui est porté par l'IRI, l'Institut de recherche internationale sur le riz, et d'autres gros programmes comme celui qui a été fait par les Chinois dans le cadre des 1500 génomes de riz, ou ceux qu'on porte dans notre laboratoire pour plus de 400 génomes de riz africain. Ça nous permet d'avoir accès à toutes les variations qui sont disponibles au sein de chacune des plantes, ce qu'on va appeler chacun des individus de cette espèce, chacune des plantes. Donc on va avoir accès vraiment à la séquence de tous les gènes de toutes ces plantes-là. Et pas seulement des gènes, donc on va voir les petites mutations, parce qu'avant on avait juste des toutes petites localisations sur ce génome qui était disponible. Là on a accès à tout, donc on va voir toutes les mutations ponctuelles, tous les changements de base, mais aussi les grandes variations, les recombinaisons, les choses comme ça, voire carrément les nouveaux gènes qui ne sont pas présents dans les références. Les 2 exemples les plus connus, c'est PUP1 pour Phosphorus Uptake, qui est un gène qui permet de résister au manque de phosphore dans le sol pour les riz, qui est un problème très important pour la croissance du riz. Et l'autre qui est SUB1, Submergence Resistance, qui est un gène de résistance à la submergence, qui est un grand problème dans les pays du Sud pour le riz. Donc, ces 2 gènes-là n'existent pas dans les références et on a pu les découvrir grâce aux nouvelles technologies de séquençage sur des plantes qu'on avait observées comme étant résistantes soit au manque de phosphore, soit à la submergence. Ça nous permet d'avoir aussi une idée vraiment globale de l'évolution de ces plantes, beaucoup plus précisément que ce qu'on avait avant, vu qu'on peut étudier l'intégralité du génome pour chacun de ces individus et pas simplement des tout petits morceaux. Avec ce type de technologie, nous sommes en plein dans l'ère des big data, c'est-à-dire des quantités gigantesques de données générées, comme vous le décrivez. Comment les scientifiques font-ils pour gérer et exploiter toutes ces données? Alors, ces technologies apportent énormément de données, elles génèrent énormément de données, ce qu'on appelle donc des big data en génomique. Elles génèrent tellement de données qu'on en génère autant qu'en astronomie. Donc c'est ce qu'on appelle les données astronomiques. Et en fait, ces données-là sont un avantage parce qu'on a énormément d'informations, on a accès à énormément d'informations. C'est à la fois un double avantage, c'est-à-dire que la personne qui a son sujet de recherche et qui fait ces données-là pour son sujet de recherche donné trouve son information, mais tous les gens qui sont à l'extérieur du programme de recherche, comme par exemple les gens du Sud et qui ne peuvent pas, pour des moyens techniques, faire ces données-là, peuvent récupérer ces données a posteriori et les travailler de façon à sortir encore une autre information biologique. Le gros problème de ces données, par contre, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a tellement de données que pour trouver ce qu'on cherche, c'est extrêmement compliqué. On se retrouve avec des fichiers qui sont gigantesques. On va se retrouver par individu, par plante, par exemple, avec des fichiers de séquençage, donc des informations initiales qui vont faire plus de 50 gigas chacune. Et une fois qu'on aura travaillé l'intégralité de la donnée, on va se retrouver avec 500 gigaoctets. Donc si on travaille sur plusieurs dizaines, voire centaines d'individus, on va se retrouver à devoir gérer des centaines de téraoctets de données. Ces données-là, en fait, pour pouvoir les gérer, on est obligé de passer par l'informatique, tout ce qui est la bioinformatique et l'informatique pure et dure. On travaille avec des gens qui, eux, savent manier ces données, gérer cette quantité de données astronomiques, et on va travailler ces données, on va faire des filtres au fur et à mesure, de façon à pouvoir partir d'une information qu'on ne peut pas lire de manière humaine, vu qu'il y a trop de données, pour réduire et obtenir un fichier qui, à la fin, est un fichier biologiquement valable, parce que c'est ça qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'on travaille en biologie, donc toutes nos données doivent être biologiquement valables, et donc avoir un fichier humainement lisible de données biologiquement valables
pour notre question de recherche.